Libye, juillet 1942. Un entrepôt militaire britannique à la périphérie du Caire. La chaleur colle aux murs de métal ondulés comme une deuxième peau. À l'intérieur, des caisses empilées jusqu'au chevron, poussière sur poussière, cordons rouges d'inventaire pendant comme des langues mortes. Sur chaque caisse, le même tampon ancré. Obsolète, retrait de service, destruction autorisée. Ce sont des mitrailleuses, des Vickers K. Conçues pour les avions d'observation de la RAF, déclarées inutiles à mesure que les biplans avaient cédé la place aux monoplans de combat. Trop lourdes pour un chasseur. Tambour trop encombrant pour un cockpit moderne. Cadence jugée insuffisante pour les engagements à haute vitesse des airs. Des centaines d'entre elles pourrissent dans ces entrepôts depuis 18 mois. L'institution avait décidé. L'institution avait classé. L'institution avait oublié. Il y avait un homme qui les cherchait. Son nom n'était pas connu du grand public alors. Il ne l'est toujours pas à la mesure de ce qu'il accomplit avec ses caisses marquées obsolètes. Ce qu'il allait faire dans les semaines suivantes avec ses armes condamnées ne figure dans aucun manuel de doctrine militaire britannique. Il devrait y figurer dans tous. Il sortit les Vickers K de leur caisse, les monta en double sur des Jeep Willys, traversa 800 km de désert et rasa plus de 400 appareils de la Luftwaffe à même le sol. Comment une arme déclarée obsolète est-elle devenue l'outil le plus dévastateur de la guerre du désert? C'est l'histoire de la mitrailleuse Vickers K, l'arme que la RAF avait condamnée à la destruction et que le SAS transforma en système de frappe que l'Africa Corps ne sut jamais comment arrêter. La Vickers K n'est pas née dans un atelier d'armurerie. Elle est née d'une urgence. 1930. La RAF modernise ses appareils d'observation. Les mitrailleuses Vickers standard de calibre .303 tirent à 850 coups par minute. C'est suffisant pour terrifier l'infanterie au sol. Pour un duel aérien entre biplans volant à 200 km/h, avec des fenêtres d'engagement de 5 à 6 secondes, c'est une limite acceptable. Mais les ingénieurs de Vickers savent ce qui arrive. Les monoplans arrivent. Ils arrivent vite. Les fenêtres d'engagement vont tomber à 2 ou 3 secondes. Pour toucher quelque chose en 2 secondes, il faut une densité de feu radicalement différente. La Vickers K, désignation officielle Vickers Gas Operated ou VGO, tire à 950 coups par minute. Ce n'est pas une amélioration marginale. À 950 coups par minute, en 2 secondes d'engagement, une Vickers K projette 31 balles dans l'espace devant elle. Sur un avion traversant à 400 km/h, la trajectoire d'une tourelle dorsale, 31 balles dans 2 secondes représente la différence entre un impact et une destruction. Ce qui rend la Vickers K encore plus précieuse, le tambour amovible de 100 coups. Un chargeur rotatif circulaire, compact, qui se fixe en position haute sur la culasse. 100 coups avant rechargement obligatoire. Pour un biplan d'observation en patrouille, 100 coups représentent une autonomie de feu continue de 6 secondes pleines, une éternité dans un engagement aérien des années 30. La RAF l'adopte pour ses appareils d'observation et de reconnaissance. Les Hawker Audax, les Westland Lysander, les Gloster Gladiator. Ces avions patrouillent les marges de l'Empire dans les années 30. La Vickers K tient sa place dans les tourelles dorsales et les positions ventrales. Puis, les monoplans de combat arrivent. Spitfire, Hurricane. Ces appareils embarquent des mitrailleuses Browning .303 à 1150 coups par minute, intégrées dans les ailes, chargées en usine, actionnées électriquement. La Vickers K, avec son tambour encombrant et son montage en tourelle manuelle, n'a plus de place dans un cockpit de chasse. En 1940, la RAF retire la Vickers K du service aérien. Des centaines de ces armes sont stockées, tamponnées, oubliées, condamnées à la rouille ou à la fonte. La décision avait une logique impeccable. L'arme ne correspondait plus aux exigences d'un engagement aérien moderne. Ce que personne à Londres n'avait prévu, une guerre qui n'allait pas se jouer dans les airs. Posez la Vickers K dans vos mains. Elle pèse 9,5 kg sans chargeur. Avec le tambour de 100 coups chargés, elle atteint 13,2 kg. C'est lourd, c'est encombrant. C'est également l'arme automatique la plus adaptée au désert libyen qui existe en 1941.
La Browning, l'arme qui a remplacé la Vickers-K dans les avions de la RAF, est conçue pour être fixée en batterie rigide dans une aile d'avion. Elle est optimisée pour le vol horizontal stabilisé, les vibrations amorties par la structure d'aile, l'alimentation par bande sous flux d'air contrôlé. Sur un véhicule tout-terrain traversant une piste désertique à 70 km/h, le mécanisme d'alimentation de la Browning s'encrasse. Le sable du Sahara occidental contient des particules de silice abrasives qui dégradent les mécanismes de précision plus vite que tout autre environnement de combat. La Vickers-K est robuste, mécanisme à gaz simple, tolérance au sable supérieure, et ce tambour de 100 coups, qui avait semblé encombrant pour un monoplan de chasse, devient, sur une Jeep qui traverse un aérodrome à 80 km/h, une capacité de feu continue impossible à interrompre. 100 coups. 6 secondes de feu ininterrompues sur une rangée d'avions alignés à 15 mètres de distance. Le problème de la Vickers-K pour la RAF était sa masse et son encombrement. Ces mêmes caractéristiques allaient devenir ses qualités décisives sur une Jeep du désert. Il y avait cependant une limite physique à l'arme montée seule. Une seule Vickers-K couvre un arc de 25 degrés par passage de véhicule. Pour neutraliser une piste entière, pour saturer simultanément les deux côtés d'un alignement d'avion, avant que quiconque comprenne ce qui se passe, il faut doubler l'arc de feu. La solution allait être le montage en double. 2 Vickers-K jumelés sur un même affût pivotant à 180 degrés. 2 arcs de feu simultanés. 1900 coups par minute depuis un seul point arrière de Jeep. Aucun règlement militaire britannique de 1941 ne prévoyait ce montage pour un véhicule léger de reconnaissance. La Vickers-K attendait dans ses entrepôts. L'état-major avait fermé le dossier. L'état-major de la RAF avait en 1940 de bonnes raisons d'enterrer la Vickers-K. Les guerres industrielles modernes exigeaient des standards logistiques rigoureux, des munitions unifiées, des armureries capables de réparer les mêmes pièces dans tous les théâtres d'opération, des techniciens formés sur un nombre limité de systèmes. Multiplier les types d'armes en service, c'était multiplier les lignes d'approvisionnement, les stocks de pièces détachées, les compétences de maintenance. Dans une guerre à l'échelle mondiale, contre un ennemi industriellement puissant, c'était une vulnérabilité logistique que les généraux de 1914 à 1918 avaient apprise à leurs dépens. La décision de retrait de la Vickers-K était raisonnable. Elle était également aveugle à ce qui allait se passer en Afrique du Nord. Juin 1940, Mussolini déclare la guerre à la Grande-Bretagne. La Libye italienne touche l'Égypte britannique. Rommel arrive en février 1941 avec l'Africa Corps. Ce qui se joue désormais, ce n'est plus la défense de couloirs aériens au-dessus de l'Angleterre. C'est une guerre de mouvement dans un désert de 2000 km où les aérodromes de l'Axe sont dispersés, sous-gardés et distants de toute ligne de front stabilisée. L'outil idéal pour frapper ces aérodromes n'existe pas dans l'inventaire britannique standard. Il attend dans des entrepôts du Caire, tamponnés obsolètes. Dans un bureau au Caire, en juillet 1941, un homme qui venait d'essuyer les refus de 7 généraux différents sur l'existence de sa nouvelle unité regardait les listes d'inventaire du matériel retiré du service. Son unité avait besoin d'armes automatiques légères, capables de soutenir un feu continu depuis des véhicules en mouvement rapide, dans un environnement de sable et de chaleur, sans maintenance d'atelier entre les opérations. Il trouva les Vickers-K dans les listes. Il chercha les entrepôts. Il les trouva. Il força les portes. Son nom n'était pas connu du grand public à l'époque. Il ne l'est toujours pas à sa vraie mesure. Ce que l'on sait de lui tient en peu de mots. Fils d'une famille aristocratique écossaise, étudiant à Cambridge qui abandonna avant son diplôme, alpiniste d'expédition qui avait tenté l'Everest, officier de commando qui avait survécu au désastre de l'opération sur Dakar en 1940 et en avait retenu une leçon que personne d'autre. La hiérarchie militaire britannique ne semblait vouloir formuler. La leçon était simple. Les assauts frontaux contre des positions préparées coûtent plus qu'ils ne rapportent. La solution n'était pas de meilleures troupes lancées dans les mêmes assauts, c'était l'absence de l'assaut frontal lui-même. En juillet 1941,
Blessé et immobilisé à l'hôpital du Caire après une chute accidentelle à l'entraînement parachutiste, il rédigea un mémorandum non sollicité directement au général Ritchie, commandant en chef adjoint au Moyen-Orient. 5 pages. Le raisonnement? Une unité de 65 hommes pouvait détruire plus d'appareils ennemis au sol en une nuit que la RAF en une semaine d'engagement aérien, à condition d'opérer loin derrière les lignes, en groupe de 4 à 5 hommes, sur des aérodromes qui se croyaient à l'abri. Ritchie le transmit. L'autorisation arriva. Le premier raid, en novembre 1941, fut un désastre complet. La salle se figea. Les rapports arrivèrent. La tempête de sable avait dispersé les parachutistes sur 80 km. La navigation nocturne avait échoué. L'aérodrome cible ne fut jamais atteint. 5 hommes revinrent sur 22 engagés. Les généraux attendaient la dissolution. Il ne dissout pas l'unité. Il contacta le LRDG, Long Range Desert Group, les patrouilles à longue portée, qui connaissaient chaque piste du désert libyen. Pas de parachute, dit-il, des véhicules. Et dans les entrepôts du Caire, il sortit les Vickers K sans autorisation formelle écrite. Il modifia lui-même les premiers affûts avec les mécaniciens du LRDG. Il testa le montage double sur des Jeeps Willys. 2 armes, un affût pivotant, 2 tireurs. L'échec du raid de novembre lui avait appris quelque chose d'irremplaçable. La discrétion totale jusqu'au contact, puis la violence absolue sur la cible, sans jamais s'arrêter. Cette leçon allait être appliquée avec une précision implacable. La Vickers K avait été rejetée parce qu'elle était trop lourde pour un avion de chasse monoplan. Sur une Jeep Willys traversant le désert à 80 km/h, ce poids était une donnée neutre. La Jeep portait 400 kg de charge utile standard. 13 kg d'armes montées à l'arrière étaient invisibles dans le bilan de charge. Et cette cadence, 950 coups par minute, jugée insuffisante pour un duel aérien entre avions filant à 500 km/h, devenait, sur un aérodrome endormi à 3 heures du matin, quelque chose d'entièrement différent. Un garde en poste ne réagit pas en moins d'1 seconde. Un pilote dans sa tente n'atteint pas son appareil en moins de 15 secondes. Dans le temps qu'il faut à un poste de garde pour identifier une menace, donner l'alerte et amorcer une réponse armée, une Vickers K à 950 coups par minute a déjà traversé 2 rangées complètes d'avions alignés. Le tambour de 100 coups, trop encombrant pour un monoplan de combat, permettait un passage complet sur un alignement de 10 appareils sans rechargement. Pas d'interruption de feu au moment où la Jeep tourne au bout de la piste et revient en sens inverse. Le montage double, 2 Vickers K sur le même affût, 1900 coups par minute, saturait l'espace à 180 degrés simultanément. Pas d'angle mort. Pas de corridor de sécurité entre les armes. Les Jeeps furent équipés par triplet. 3 Jeeps, 6 Vickers K jumelés par vague. Sur un aérodrome standard de la Luftwaffe en Libye, les appareils étaient garés en rangée de 5 à 10. Un passage coordonné de 3 Jeeps couvrait la piste principale en moins de 80 secondes. Les modifications étaient simples. Affût soudé sur le plancher arrière de la Jeep, siège rehaussé pour le tireur, caisse de tambour de rechange à portée immédiate. Aucun atelier militaire officiel ne réalisa ces modifications. Ce furent les mécaniciens du LRDG, dans le désert, avec les outils embarqués. L'ennemi avait renforcé ses périmètres d'aérodrome après les premiers raids RAF. Gardes supplémentaires, tours d'observation, fils de détection. Tout cela protégeait d'une attaque depuis les airs ou depuis les routes connues. Rien de cela ne protégeait d'une attaque surgissant d'un désert réputé infranchissable. L'opération était prévue dans 72 heures.
La nuit du 26 au 27 juillet 1942, aérodrome de Sidi Hanesh à 80 km. Au sud de Mer Samatro, Libye occidentale. 18 jeeps, 36 Vickers K jumelés, 47 hommes. C'était la plus grande opération de l'histoire du SAS. Et la plus audacieuse. Les moteurs Willis s'éteignent à 2 km du périmètre. Les jeeps roulent au ralenti sur le sable mou, phare éteint, navigation à l'étoile polaire et à la boussole. La nuit est sans lune. La chaleur sèche du désert libyen tient encore à 40 degrés à minuit. Aucun vent. Le son, le froissement du sable sous les pneus. Rien d'autre. Sidi Hanesh était l'un des aérodromes logistiques principaux de la Luftwaffe en Afrique du Nord. Cette nuit-là, plus de 40 appareils étaient alignés sur la piste centrale. Heinkel HE-111, chargeur de ravitaillement, Junkers GU-88 de bombardement, Messerschmitt Bf-109 de couverture, Junkers GU-52 de transport. Le signal. 18 moteurs se rallument simultanément. La formation s'ouvre en 2 colonnes parallèles et entre sur la piste principale à 70 km/h. Les traceurs lacèrent la piste. Le premier HE-111 s'embrase. Le deuxième. Le troisième avant que le premier garde comprenne la direction de l'attaque. Le quatrième avant que quiconque atteigne le téléphone de campagne. Les Vickers K, à 950 coups par minute, produisent un son particulier dans l'air sec du désert libyen. Pas le claquement tranchant d'une arme légère, pas le grondement lourd d'une arme de bord. Quelque chose entre les deux. Un déchirement continu qui ne s'arrête pas. Le son de quelque chose d'inévitable. Les tireurs n'ont pas besoin de viser, ils traversent. La Vickers K balaie un arc de 15 degrés sur chaque côté du véhicule au rythme du passage. Les tambours de 100 coups s'épuisent, sont éjectés à la main, remplacés en 4 secondes, épuisés de nouveau. Un tireur entraîné remplace un tambour Vickers K sans interrompre le mouvement du véhicule. Au milieu de l'opération, un camion de garde motorisé surgit d'un hangar côté est. Trajectoire perpendiculaire à la colonne de jeeps. Temps d'interception estimé 8 secondes. 2 jeeps pivotent hors de la formation. Le camion s'immobilise en 5 secondes. Les 2 jeeps rejoignent la formation. Elle continue. Les jeeps remontent la piste en sens inverse. Second passage. Ce qui brûlait encore reçoit un second traitement. Ce qui n'avait pas pris feu au premier passage le prend au second. La retraite dure 19 minutes depuis le premier coup de feu. Les 18 jeeps quittent le périmètre de l'aérodrome avant que la première unité de réaction rapide de l'Afrika Korps atteigne la piste. Ce que les analystes allemands reconstituèrent dans les heures suivantes était stupéfiant. Les gardes périmétriques de Sidi Hanesh avaient rapporté des attaques simultanées depuis 6 directions différentes. Le rapport de la 15e Panzer Division, transmis à Rommel dès le lendemain matin, estimait la force d'assaut à un bataillon motorisé complet, opérant depuis 3 axes de progression différents, avec appui d'armes automatiques lourdes en batterie fixe. C'était 18 jeeps, 47 hommes. Un passage de moins de 5 minutes sur une piste en sable du désert libyen. Le rapport de l'OKW, classifié jusqu'en 1950, retrouvé dans les archives militaires de Freiburg, utilisait un terme précis pour qualifier ce type d'opération. Unvorhergesehen. Imprévisible par nature. La Luftwaffe, qui disposait de gardes armés sur chaque périmètre et de fils de détection sur les approches routières connues, avait simplement assumé que le désert plat à l'est et au sud des aérodromes constituait une protection naturelle. Le désert n'était pas une protection. C'était le couloir d'approche que personne n'avait pensé à surveiller. À Sidi Hanesh, cette nuit-là, 37 appareils détruits, 7 endommagés sévèrement. L'aérodrome hors de service pour 3 semaines. Toutes les jeeps rentrèrent. Le raid de Sidi Hanesh força l'Afrika Korps à opérer un changement de doctrine de sécurité aérienne sans précédent dans son histoire opérationnelle.
Les aérodromes en Libye et en Tunisie furent dotés de périmètres terrestres étendus, de patrouilles motorisées nocturnes, de postes d'observation avancés à 3 km de chaque piste, de fils de détection non plus seulement sur les routes d'accès, mais sur les approches désertiques. Ces ressources, hommes, véhicules, carburant, matériel de détection, furent retirées d'autres fonctions opérationnelles, amputant la mobilité tactique de l'Africa Corps à un moment où Rommel en avait le plus besoin. Dans ses journaux de campagne, Rommel écrivit une phrase que ses officiers d'état-major citèrent longtemps après la guerre. Ces attaques derrière nos lignes nous coûtent en ressources défensives bien plus que les pertes matérielles qu'elles infligent. Ce n'était pas un compliment au SAS, c'était un aveu d'impuissance structurelle. Entre juillet 1941 et novembre 1942, le SAS et les unités associées détruisirent ou endommagèrent plus de 400 aéronefs de l'Axe, principalement au sol. Ces opérations impliquaient rarement plus de 50 hommes engagés simultanément. Pour chaque homme déployé, un appareil ennemi fut neutralisé. Dans la même période, la RAF détruisait en combat aérien un appareil ennemi pour 2 à 3 appareils alliés perdus. 400 appareils, 50 hommes. Des armes retirées du service et sorties de caisse marquées « obsolètes ». Ces chiffres sont dans les archives britanniques et allemandes. Ils sont vérifiables. Ils ne sont pas dans les manuels. L'état-major avait regardé les Vickers-K et vu le passé. Un biplan d'observation. Un monde en voie de disparition. Ils avaient eu raison sur le contexte. L'arme ne servait plus aux avions pour lesquels elle avait été conçue. Ils avaient eu tort sur la conclusion. Ils n'avaient pas imaginé un désert. Ils n'avaient pas imaginé des jeeps. Ils n'avaient pas imaginé un homme qui traverserait 800 km de sable pour forcer les portes de leurs entrepôts. Certaines armes sont condamnées parce qu'elles n'ont plus de rôle dans la guerre pour laquelle elles ont été conçues. Certaines armes sont condamnées parce que personne n'a encore inventé la guerre pour laquelle elles étaient faites. L'entrepôt du Caire avait pris la bonne décision logistique. Il avait oublié l'homme qui en forcerait les portes. Ce qu'il fit avec ces armes condamnées brûle encore dans les archives de l'OKW. La France n'a jamais manqué de génie. Elle a manqué d'écoute.